Pour les habitants de Séoul, vivre à quelques kilomètres d'une annihilation totale est une réalité quotidienne. La menace venant du nord signifie que la ville pourrait disparaître en un instant, et ce n'est que le début. La destruction de Séoul entraînerait une réaction mondiale aux conséquences dépassant la péninsule coréenne. Mais que se passerait-il réellement ? Dans cet épisode de The Infographics Show, découvrez les conséquences d'une attaque nucléaire nord-coréenne sur Séoul. Kim Jong-un a passé 10 ans à collectionner des armes automatiques comme des cartes Pokémon. Les services de renseignement estiment son arsenal à 50-60 ogives nucléaires. Cela ne semble pas beaucoup, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est bien plus de puissance destructrice que ce qui a rasé Hiroshima. La Corée du Nord a dépensé environ 16 milliards de dollars pour son programme nucléaire au cours des 50 dernières années. Cette somme aurait permis d'acheter plus de 5 millions de Big Mac aux États-Unis, suffisant pour que Kim offre un burger par semaine à chaque citoyen pendant des années. Ou, pour le même prix, il aurait pu acheter environ 1600 Rolls-Royce Phantom, sans doute plus à son goût. Le système de livraison compte aussi. Le Hwasong-15, le missile balistique intercontinental de la Corée du Nord, peut théoriquement atteindre Washington District de Columbia, mais pour Séoul, ce n'est pas un problème. Avec 56 km de distance, il peut choisir entre des missiles à courte ou moyenne portée, ou transporter l'engin dans une camionnette suspecte. Passons maintenant à la physique. Une ogive nucléaire de 100 kilotonnes estimation probable de ce que la Corée du Nord pourrait lancer sur Séoul. Hacker. Plus de 6 fois la puissance d'Hiroshima. Une bombe de cette taille sur New York causerait plus d'un demi-million de victimes immédiates. C'est parce que lorsqu'elle explose, elle crée une boule de feu qui atteint plus de 100 millions de degrés Celsius. Pour vous donner une idée, c'est plus de 5 fois plus chaud que le noyau du Soleil. L'arme tue par une triple menace terrifiante. L'impulsion thermique d'une chaleur extrême enflamme tout dans un rayon de 3 km. Puis vient l'onde de choc, se déplaçant à 1200 km/h et exerçant une surpression suffisante pour raser des bâtiments. Enfin, il y a les radiations, ce fléau inépuisable. Elle fait des survivants des victimes qui lutteront contre le cancer durant des décennies. La géographie de Séoul aggrave ce cauchemar. La région métropolitaine compte plus de 25 millions d'habitants. La ville elle-même regroupe 41 000 personnes dans un 1000 carrés, ce qui signifie que plus de gens vivent dans la grande région de la capitale Séoul que dans toute l'Australie. Disons que Kim a lancé une bombe nucléaire sur Myeongdong, le Times Square de Séoul. Il viserait l'une des zones urbaines les plus denses de la planète. Heureusement pour Kim, cette cible n'est composée que de centres parfaits. N'importe quel jour, la zone serait bondée. Employés de bureaux à leur poste, étudiants feignant d'écouter en cours, familles vacantes à leurs occupations. La première chose ne serait pas l'explosion. Ce serait chaque appareil technologique moderne qui s'éteindrait soudainement. L'impulsion électromagnétique agit à la vitesse de la lumière, éteignant votre smartphone avant que vous ne voyiez l'éclair. Tous les véhicules, ordinateurs, feux de circulation, distributeurs automatiques et routeurs Wi-Fi, dans un rayon de 30 km, sont désormais de coûteux presse-papier. La société ultra connectée de Séoul est soudain ramenée au Moyen-Âge. Vous voulez voir la puissance destructrice d'une impulsion électromagnétique ? En 1962, les États-Unis ont essayé, mais ce fut une très mauvaise idée. L'impulsion électromagnétique d'une bombe nucléaire de 14 mégatonnes explosée à 400 km d'altitude a désactivé 300 lampadaires, interrompu des appels et endommagé des appareils électroniques à Hawaï, à 1500 km. Elle a aussi désactivé 6 satellites. Le rayonnement thermique se propage très vite, créant l'une des marques les plus terrifiantes de la guerre nucléaire. Des ombres humaines gravées dans le béton. Nous connaissons cela, hélas, par expérience directe. À Hiroshima, les corps ont absorbé tant d'énergie thermique qu'ils ont laissé des silhouettes nettes sur les murs et trottoirs. 15 secondes plus tard, l'onde de choc arrive, et c'est là que la densité urbaine de Séoul devient une sentence de mort. L'onde de souffle atteint une surpression de 35 livres par pouce carré, équivalente à un ouragan de 300 miles à l'heure. Fait entièrement de béton et de mauvaises intentions. Pour mettre cela en perspective, un ouragan de catégorie 5 atteint un maximum d'environ 157 miles à l'heure et il est composé, en comparaison, d'air doux. C'est 2 fois plus rapide et bien plus furieux. Les calculs se compliquent vite. Dans le rayon immédiat de l'explosion, les bâtiments en béton se transforment en poussière. La tour Latworld, joyau de Séoul de plus de 550 mètres, affronte des forces inattendues pour lesquelles elle n'était pas conçue. Les gratte-ciels modernes oscillent pendant les séismes et se plient sous les typhons, mais les ondes de choc nucléaire restent implacables.
Les poutres d'acier se tordent comme des spaghettis, les vitres deviennent des tempêtes de morts acérées. Le métro de Séoul, vital pour 8 millions de passagers quotidiens, et circulant à grande vitesse, devient une loterie de vie ou de mort. Les stations en surface s'effondrent, tandis que les plus profondes deviennent les biens immobiliers les plus prisés de Corée. La profondeur équivaut à la survie, et chaque mètre sous terre vaut environ 10 000 ans d'espérance de vie. Entre T+30 et 60 secondes, tout devient médiéval et la ville entière se transforme en immense fourneau. L'impulsion thermique brûle tout ce qui est inflammable sur 3 km. À ce stade, Séoul est en proie à une tempête de feu, les bâtiments brûlent, l'oxygène est consommé, et un vide aspire encore plus d'air dans l'enfer. C'est à ce moment-là que le fleuve Han, habituellement un décor pittoresque pour des rendez-vous romantiques et des cafés en bord de rivière, commence réellement à bouillir. Ce n'est pas une métaphore, c'est littéral. Les ponts emblématiques, qui relient les quartiers de Séoul, s'effondrent dans l'eau bouillante, transformant la ville en îlots isolés de destruction. En moins d'1 minute, le nombre de morts atteint environ 30 000 personnes, 50 000 autres sont grièvement blessés. Pour illustrer, il y a presque autant de victimes en 1 minute que les pertes totales de l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale. C'est à peu près autant que toute la population de Fort Worth, Texas, tuée ou blessée en le temps de réchauffer un burrito au micro-ondes. Et ce n'est que le générique. Le film terrifiant n'a même pas commencé. Si la première minute n'était pas déjà assez terrible, c'est vraiment pendant la première heure que la réalité s'installe. C'est alors qu'une métropole moderne réalise que les systèmes unissant la société sont presque aussi fragiles qu'un château de cartes. Le premier domino à tomber est sans doute le plus crucial. L'hôpital de l'Université nationale de Séoul, habituellement fleuron du système de santé coréen, est au centre d'une catastrophe. L'hôpital compte environ 1700 lits, mais 50 000 personnes grièvement blessées sont en route vers lui. Cela fait un lit d'hôpital pour 294 personnes qui en ont désespérément besoin. Pire encore, le personnel médical a été pris dans l'explosion. Ils sont morts, disparus ou blessés. Les médecins utilisent du matériel grillé par l'impulsion électromagnétique ou fondu par la chaleur. La maladie des radiations accentue l'horreur de la situation. Les films te font croire que l'empoisonnement par radiation te fait briller en vert ou te donne des super pouvoirs. Mais en réalité, ça fait que tes cellules oublient comment bien se comporter. En quelques heures, les gens souffrent du syndrome d'irradiation aiguë. Vomissements, diarrhée et affaiblissement immunitaire. En gros, il abandonne complètement. Imaginez la pire grippe de votre vie, mais avec votre corps qui se dissout lentement de l'intérieur. C'est ce que ça fait. Le réseau de transport de Séoul est un monument de métal tordu et de rêves brisés. L'aéroport d'Incheon, accueillant 70 millions de passagers par an, devient un parking vitré et coûteux pour des avions qui ne voleront plus. La gare de Séoul, qui accueille habituellement 10 000 voyageurs par jour, est en ruine. Vous vous souvenez du fameux métro de Séoul? Ces stations deviennent des mausolées souterrains, où le dernier espoir de l'humanité selon leur profondeur. La ville qui a donné les smartphones Samsung au monde est isolée. Les seules personnes qui communiquent encore avec l'extérieur sont les opérateurs radio-amateurs, soudainement promus de passionnés à dernier lien vital de la civilisation. D'habitude, ces gens passaient leur week-end à parler météo avec des inconnus du Nebraska. Maintenant, ils coordonnent l'aide internationale lors de catastrophes. Quel est le pouls économique de Séoul? La bourse de Séoul affiche habituellement plus de 2000 milliards de dollars de capitalisation. Peu après l'explosion, elle connut ce que les économistes qualifieraient d'évaporation totale de la liquidité. Le siège de Samsung est devenu un cratère radioactif. La 13e plus grande économie du monde s'arrête brutalement, et le système financier mondial ressent les ondes de choc. Le won coréen devient aussi inutile que du papier, un phénomène d'une telle ampleur qu'on ne l'avait pas vu depuis que des brouettes de billets étaient brûlées pour se réchauffer à Weimar, en Allemagne. Au bout de 2 heures, la nouvelle de l'explosion se répand auprès de ceux qui ont, d'une manière ou d'une autre, échappé à ces ravages immédiats. Cela déclenche un grand exode coréen. Chaque autoroute devient un parking, chaque station-service un champ de bataille pour les dernières gouttes de civilisation. Des millions de personnes tentent de fuir en même temps. Imaginez la grande majorité des Texans évacuant soudainement. Mais maintenant, réduisez le Texas à la taille d'une ville et canalisez toutes les autoroutes sur une seule route en direction du sud. Les moyens de transport traditionnels sont inutiles. En quelques heures, les autoroutes deviennent des rivières de véhicules abandonnés. Si vous êtes dans les vents, le panache radioactif avance à 24 km/h. Cela paraît lent, mais pour ceux pris dans les embouteillages, c'est une catastrophe. Si vous ne pouvez pas distancer votre ombre, vous ne pourrez pas non plus fuir les particules mortelles invisibles à demi-vie de 30 ans. Busan, normalement à 4 ou 5 heures de route de Séoul,
reçoit sa première dose de retombées radioactives en moins de 24 heures. La ville côtière du sud, qui pensait probablement être assez éloignée pour être en sécurité, découvre que les retombées radioactives ne respectent ni les limites de la ville, ni les vœux pieux. À 30 000 pieds au-dessus du chaos, l'aviation commerciale est en crise. Des avions avec des centaines de passagers approchant l'aéroport d'Incheon ne peuvent pas atterrir. Les contrôleurs aériens sont morts ou partis, les radars hors service et les pistes détruites. Où peuvent-ils aller ? Ils ne peuvent pas aller au nord. Les aéroports asiatiques font une coûteuse chaise musicale. Le ciel se remplit de réfugiés aériens brûlant du carburant en survolant le Pacifique. Les pays ferment immédiatement leur espace aérien aux vols coréens. Dans ce chaos, les premiers intervenants doivent choisir. Sauver des vies au risque de mourir des radiations, ou rester en sécurité et voir les autres mourir. L'aide internationale afflue en quelques heures. Mais il y a un problème. La radiation est si forte que sauver devient presque suicidaire. Le paradoxe de l'aide en catastrophe est que ceux qui en ont le plus besoin sont souvent dans des zones trop dangereuses pour être secourus. La dimension militaire des conséquences s'accélère au cours des 3 jours suivants. C'est le pire signal d'alarme pour les 450 000 militaires actifs de Corée du Sud. À un moment, ils suivent leur routine, et critiquant la nourriture du mess près de la zone démilitarisée l'instant d'après. Ils font face à une situation inimaginable pour laquelle ils n'ont jamais été préparés. Soudainement, la zone démilitarisée, normalement l'endroit le plus dangereux de Corée, devient l'endroit le plus sûr de la péninsule. Le problème pour l'armée sud-coréenne, ce n'est pas seulement que Séoul est sa capitale, c'est aussi son cerveau. Des décennies de structures de commandement et de contrôle sont anéanties en 60 secondes. Les généraux doivent soudain décider avec de maigres infos d'opérateurs radio-amateurs. Les 28 500 soldats américains en Corée du Sud sont désormais dans une position très inconfortable à Camp Humphreys, habituellement une affectation confortable, où le principal risque est la mauvaise nourriture de la cantine. Il est à 65 km d'un cratère nucléaire. Et personne ne se souvient de ce que disait leur manuel d'entraînement de base à propos des retombées radioactives, parce que, eh bien, ils n'en parlent tout simplement pas. La 7e flotte américaine, habituellement dans le Pacifique avec une puissance nucléaire considérable, se retrouve face à une question redoutable. Que faire maintenant ? Les sous-marins nucléaires, chargés de missiles Trident, reçoivent des messages codés demandant à leurs opérateurs de rester en attente. Pendant ce temps, les dirigeants américains tentent de savoir si la 3e guerre mondiale va débuter. La question éthique pèse alors lourdement sur les planificateurs militaires américains. Comment répondre proportionnellement à une attaque nucléaire ? Lancer une bombe nucléaire en retour. En lancer 10. Transformer la Corée du Nord en un parking lumineux. Les options de réponse du Pentagone vont d'une force conventionnelle écrasante à la destruction mutuelle assurée, en passant par une frappe nucléaire chirurgicale. Le problème, c'est que la doctrine nucléaire a été conçue pour des superpuissances jouant aux échecs avec la civilisation, pas pour des conflits régionaux. L'OTAN est l'équivalent géopolitique d'une énigme logique sortie de l'enfer. La Corée du Sud n'est pas dans l'OTAN, mais les États-Unis, qui en font partie, viennent de voir leur allié atomisé. L'article 5, la célèbre clause de l'OTAN, « Une attaque contre l'un est une attaque contre tous », n'a pas été conçue pour ce scénario, et tout le monde le sait. Cela n'empêche pas les dirigeants européens de vérifier frénétiquement la distance entre la Corée et l'Europe sur des cartes. La Chine est entraînée dans la tourmente, confrontée à son dilemme géopolitique le plus embarrassant de l'histoire moderne. Son allié instable vient tout juste de lancer une attaque nucléaire contre son plus grand partenaire commercial régional. La frontière de Pékin avec la Corée du Nord deviendrait une clôture radioactive. L'armée populaire de libération se mobilise, sans que l'on sache si c'est pour contenir la Corée du Nord, protéger la Chine ou envisager une invasion. La doctrine nucléaire russe redevient soudainement importante, comme à l'époque de la guerre froide. À Moscou, les analystes évaluent si ce conflit régional pourrait mener à un échange nucléaire mondial. Puis survient le krach boursier le plus dévastateur. Le Dow Jones, le Financial Times Stock Exchange, le Nikkei et tous les autres grands indices s'effondrent dès la première heure de cotation. 30 000 milliards de dollars disparaissent en bourse. Le pétrole atteint 200 $ le baril quand les traders le réalisent. Les voies maritimes près de la Corée sont maintenant des parcours radioactifs, alors que ces eaux sont d'habitude animées. Avec les cargos, des voitures aux produits dérivés de la K-pop, devenus interdits. Séoul et sa région deviennent un Tchernobyl coréen, avec une zone d'exclusion de 32 km, avec une demi-vie radioactive de 30 ans. Les petits-enfants des survivants hériteront de radiations encore à moitié aussi dangereuses qu'actuellement. Les arrière-petits-enfants auront une dose réduite, tandis que les arrière-arrière-petits-enfants connaîtront un risque de cancer légèrement accru. Les taux de cancer régionaux vont fortement augmenter dans les 5 à 7 ans, surtout la leucémie.
Les enfants sont très vulnérables, car leurs cellules à division rapide attirent la radiation. Les cancers de la thyroïde explosent, les malformations congénitales, cataractes, stérilité et troubles immunitaires deviennent épidémiques. La crise de santé mentale dépasse la crise physique. La Corée du Nord se retrouve encore sans alliés. Les traités de contrôle des armements, négociés durant des décennies, s'effondrent plus vite que l'horizon de Séoul. Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ne vaut guère plus qu'une boîte à suggestions. Et chaque pays doté d'un programme d'ingénierie nucléaire s'intéresse de très près à l'énergie atomique pacifique, qui ressemble étrangement à un développement d'armes. En moins de 72 heures, le monde fait face à la domination de l'escalade, ce moment où l'inaction devient aussi risquée que l'action. Les États-Unis et la Corée du Sud choisiraient probablement une réponse conventionnelle écrasante plutôt qu'une riposte nucléaire, lançant des frappes aériennes massives qui raseraient l'infrastructure militaire de la Corée du Nord. Voici le problème. La Corée du Nord détient plus de 50 ogives nucléaires, et Kim Jong-un n'a plus rien à perdre. Les dictateurs acculés avec des armes de fin du monde ne partent pas en silence. Le scénario le plus probable, c'est que Kim lance tout ce qui lui reste sur la Corée du Sud, le Japon et les bases américaines dans le Pacifique. Cela déclenche un scénario cauchemardesque, avec plusieurs explosions nucléaires autour de la ceinture du Pacifique. Les États-Unis lancent une riposte nucléaire totale, tandis que la Chine et la Russie sont confrontées à des calculs impossibles pour savoir si ce conflit régional justifie une réponse. L'issue la plus probable n'est pas la Troisième Guerre mondiale, mais peut-être pire, une guerre de 72 heures, rendant la péninsule coréenne inhabitable durant 30 ans. Cela lance une course aux armements nucléaires en Asie, et montre que ces armes ne servent plus uniquement à menacer. La doctrine militaire mondiale est réécrite du jour au lendemain. Les systèmes de défense antimissiles, jadis vus comme coûteux, sont désormais parmi les infrastructures les plus importantes au monde. Les budgets militaires du monde entier explosent, lorsque les pays réalisent que la dissuasion ne fonctionne que si tout le monde accepte d'être dissuadé. Si quelqu'un brise l'accord que les armes nucléaires servent à menacer, pas à être utilisées, l'équilibre s'effondre. Soudainement, chaque stratège militaire a besoin de nouveaux plans pour un monde où l'impensable devient la routine. Les effets en cascade montrent combien notre monde moderne est interconnecté. La destruction de Séoul bouleverse les marchés à New York, immobilise les avions à Tokyo, déclenche des alertes à Moscou et reconfigure la politique nucléaire mondiale. C'est comme tirer sur un fil et voir tout le tissu de l'ordre international se défaire. Dans une guerre nucléaire, il n'y a que des degrés de défaite, pas de vainqueur. La vraie victoire est d'éviter que la partie commence.